mobilisation ukrainienne, elle a débuté le 21 novembre, jour où c'est le jour où le gouvernement ukrainien a décidé de suspendre le processus d'association avec l'Union européenne, processus qui avait été lancé encore dans la deuxième moitié des années 2000, mais c'est surtout sous le gouvernement et sous la présidence de Viktor Yanukovych, en effet, que la concrétisation et les pas concrets vers la signature de cet accord ont été réalisés. Et donc, il existait au cours notamment de l'année 2013 une sorte de grand consensus au sein de l'Ukraine au sujet de la signature de cet accord d'association. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le président Yanukovych lui-même s'est fait élire en 2010 sur cet engagement de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Par ailleurs, son parti politique également, en 2012, au moment des élections parlementaires, donc, a beaucoup exploité cette donnée européenne, cet avenir européen donc, de l'Ukraine. C'était une grande surprise le 21 novembre, cette annonce de suspendre, cette décision de suspendre le processus d'association, et donc un certain nombre de militants de la société civile, et notamment des journalistes aussi, journalistes indépendants, qui ont appelé les Kieviens principalement d'abord à se rassembler sur la place de l'indépendance, donc le Maïdan, pour protester, essayer de peser sur cette décision du gouvernement, en sachant que la signature de l'accord était prévue pour le 28 novembre à Vilnius. Et donc, dans les premiers 10 jours, cette mobilisation essentiellement et principalement citoyenne fonctionnait donc, sur Maïdan, avec des rassemblements du soir à partir de 18h et donc des veillées de nuit organisées sur place également. Et on pensait déjà que cette mobilisation allait, après le refus définitif de Yanukovych donc de signer l'accord d'association, elle allait se disperser, disparaître progressivement. Et donc en tout cas que l'ampleur de la mobilisation allait se réduire considérablement, sauf que les autorités ont joué la carte de la répression. Dans la nuit donc, du 29 au 30 novembre, le mouvement a été réprimé, et il s'agissait surtout de très jeunes étudiants qui étaient sur place et qui jouaient un rôle clé dans cette mobilisation dans les premiers 10 jours, donc qui ont été sévèrement réprimés par la police. Et cette répression, donc, au lieu de faire peur, au lieu d'étouffer la mobilisation, l'a relancée encore une fois, puisque à partir du 1er décembre, on a vu déjà des centaines de milliers d'Ukrainiens, venus d'ailleurs de différentes régions d'Ukraine, se réunir sur Maïdan pour ces grands rassemblements du dimanche. Et donc à partir du 1er décembre, le mouvement a fonctionné de cette manière-là, avec une occupation permanente de la place de l'indépendance, ce qu'on appelle une cité détente, qui est un assez vieux répertoire d'actions propres à l'Ukraine, puisque pour la première fois, une cité détente a été dressée sur cette même place, qui à l'époque s'appelait place de l'indépendance, déjà en octobre 90. Donc il y a eu cette cité détente, fonctionnement permanent, avec des manifestants, des protestataires qui se relayaient régulièrement, une sorte de rotation qui avait été mise en place, et des grands rassemblements du dimanche, où là, on a vu à plusieurs reprises, il y a eu, je crois, entre 8 et 9, une dizaine de grands rassemblements de dimanche, entre le 1er décembre et fin du mois de novembre, de janvier, donc des grands rassemblements protestataires. Et ensuite, je pense qu'il y a une troisième phase dans cette mobilisation, c'est le 19 janvier. Le 19 janvier, où, face au refus des autorités de faire des concessions, ne serait-ce que quelques concessions en lien donc avec les revendications de la mobilisation, les protestataires ont essayé de se rendre vers le bâtiment du Parlement. Ils en ont été empêchés par les cordons de police, et c'est là où les violences, le premier épisode violent a éclaté, alors que pendant pratiquement 2 mois, la mobilisation est restée pacifique. Cette mobilisation sur la place est un phénomène en soi, avec une sorte de division spontanée de travail. Je parlerai d'une division spontanée entre diverses associations. Il y a une grande diversité d'associations, de mouvements qui existaient auparavant, avant donc la mobilisation, et qui sont créés juste dans la mobilisation elle-même, d'initiatives personnelles. Et donc il y a une sorte de division de travail entre d'abord les leaders politiques qui, eux, négociaient avec les autorités, donc les leaders des 3 partis politiques, qui essayaient d'encadrer cette mobilisation, sans cependant parvenir vraiment à en prendre la direction, puisque la composante civique est restée quand même extrêmement importante. Donc les leaders négociaient, ensuite les organisations civiques aussi s'occupaient plutôt du quotidien, de la logistique et du fonctionnement de Maïdan, à la fois les questions de logement, puisqu'il y avait des militants qui venaient, des protestataires qui venaient d'autres régions, et donc il fallait les loger. La nourriture, c'est quelque chose d'extrêmement important, et il y a à la fois
des dons, beaucoup de dons en fait, puisque les Kéviens, mais aussi les Ukrainiens d'autres régions, qui donnaient, qui apportaient de la nourriture. Et donc, service des points de restauration qui avaient été aménagés sur Maïdan, une sorte des cuisines de camp installées, des feux de bois également pour pouvoir se chauffer, et aussi le service médical. Je pense que ça, c'est quelque chose d'également très important. Service médical qui est parti, comme toutes les initiatives sur Maïdan, vraiment par le bas, par les initiatives privées, les médecins qui, après cette première répression du 30 novembre, sont venus donc apporter soutien, pas soutien, mais apporter assistance médicale aux protestataires, et notamment aux blessés, les jeunes blessés, et qui sont revenus, qui étaient en permanence présents. Initialement, il ne s'agissait pas de soigner les blessés, mais plutôt juste d'intervenir en cas de besoin. Les conditions climatiques étaient assez difficiles à certains moments, et donc les médecins étaient là. Et ensuite, le rôle était extrêmement important au moment donc, de ces épisodes les plus violents, puisqu'ils ont réussi déjà à sortir les blessés et à sauver certaines personnes blessées. Donc il y a une vraie division du travail avec donc ces diverses structures qui s'occupaient de la logistique, de la mobilisation, et beaucoup d'initiatives privées aussi, initiatives privées qui tiennent au don de son temps, de son argent, de soi, donc, et des personnes de divers profils sociaux présents sur Maïdan, et donc apporter chacun, essayer d'apporter quelque chose à cette mobilisation. Je pense que pour comprendre cette escalade, il faut encore une fois revenir en arrière. Il faut essayer de comprendre cette escalade dans le développement de la mobilisation elle-même, et donc ces différents épisodes. Puisqu'à mon sens, la radicalisation du côté des protestataires, donc, c'est le résultat de plusieurs facteurs qui ont agi dans le temps. C'est pour ça, d'où la nécessité vraiment de replacer dans une longue perspective cette escalade. À mon sens, d'abord, la première explication pour cette radicalisation du côté des protestataires, c'est le refus de faire des concessions de la part des autorités. On a vu que le mouvement est resté pacifique pendant 2 mois, sans obtenir la moindre concession de la part des autorités. Ne serait-ce que la sanction, par exemple, des personnes responsables de la répression, rien n'a été fait. Ça, c'est le premier élément. Donc 2 mois d'attente, sans avancée concrète. Ensuite, je pense que la radicalisation, elle tient aussi au vote des lois. Les lois liberticides du 16 janvier, donc adoptées par le Parlement. Le parti des régions, je précise, le parti donc, du président Yanukovych, détenait, pas la majorité, mais en tout cas ensemble avec le Parti communiste, ils ont voté ces lois liberticides qui visaient clairement la mobilisation et dont l'objectif était d'étouffer la mobilisation, d'interdire toute forme d'action et toute expression de mécontentement dans le pays. Donc ces lois qui avaient été perçues comme l'installation d'une dictature en Ukraine ont aussi contribué à radicaliser la mobilisation. Et d'ailleurs, c'est 3 jours plus tard que les protestataires ont essayé de se rendre vers le Parlement, donc pour essayer de peser aussi sur les décisions. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, à mon sens, c'est la violence d'État. Et il faut dire que la violence a toujours fait partie du répertoire d'action des autorités et du président Yanukovych. J'ai déjà évoqué cet épisode de violence du 30 novembre. Ensuite, il y a une tentative d'évacuation de la place dans la nuit du 10 au 11 décembre. Et ce qu'on a vu vers la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier, c'est une sorte de répression très ciblée qui touchait les militants les plus actifs, les protestataires les plus actifs et les mouvements qui avaient émergé dans la mobilisation, par exemple le mouvement des automobilistes, Automaïdan, qui était très actif à la fois, ils effectuaient des patrouilles dans la ville, mais aussi assuraient la logistique de la mobilisation. Donc ils ont été visés, puisqu'ils avaient organisé une visite vers la résidence du chef de l'État, cette résidence luxueuse à une vingtaine de kilomètres de Kiev. Et donc ils ont été touchés par la répression. On a retiré les permis à un grand nombre donc, des représentants de ce mouvement. Donc répression ciblée, mais cette répression elle devient généralisée à partir du 19 janvier, donc après les premiers affrontements avec les protestataires. Et là on a vu à la fois un usage disproportionné de la violence de la part des forces de l'ordre, avec des tirs à balles réelles, tirs démentis par les autorités, mais ce qu'on a vu en effet, enfin les balles que les médecins avaient réussi à extraire des corps prouvaient effectivement qu'il s'agissait de tirs d'armes à feu et non pas d'armes à balles avec des balles à caoutchouc.
Et donc ça c'est d'un côté cet usage disproportionné de la violence par les forces de l'ordre, et de l'autre côté l'État a délégué la violence aussi à des agents provocateurs privés. Le terme employé en Ukraine, c'est le terme titouche, qui est donc des jeunes recrutés contre une rémunération un peu dans les différentes régions d'Ukraine et amenés à Kiev pour semer la violence, pour s'attaquer à des manifestants aux abords du Maïdan, pour s'attaquer à des voitures, etc. etc. Et donc je pense que cet usage à la fois démesuré des armes à feu par les autorités, mais en plus recours à la violence privée de la part des autorités, ces deux éléments ont aussi contribué à radicaliser la mobilisation, et c'est dans ce contexte-là que doivent se comprendre finalement les événements du 18 février et du 20 février, les deux journées les plus meurtrières dans l'histoire de cette mobilisation. Ce qui se passe le 18 février, c'est que les protestataires décident d'aller vers la Rada également, alors que tout le quartier administratif est bouclé par la police. Il y a des cordons de police depuis déjà au moins 2 mois en place. Et donc c'est là où les affrontements entre les forces de l'ordre et leurs agents provocateurs et les protestataires donc de l'autre côté éclatent. Et voilà, donc je pense que l'escalade vraiment il faut la resituer dans ce long processus de radicalisation et dans l'interaction avec les autorités, puisque la violence de l'État est là aussi elle stimule cette radicalisation aussi du mouvement.